2020, ça va pas durer très longtemps justement. On va voir ce qui a changé et ce qui aura changé définitivement après 2020. On va en parler tout de suite. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Avant, quand on était à table, on se parlait, c'était agréable les enfants. Dans la rue, courir, jouer, avec le ballon avant. On n'avait pas d'argent, on sortait. Avant. Que faisait-on avant qu'on ne fera plus après 2020 justement? C'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Avez-vous définitivement abandonné certaines habitudes en 2020? Vous répondez non à 70% d'entre vous. Ça veut dire que vous êtes quand même assez optimiste et vous considérez que la vie normale reviendra une fois qu'on aura vaincu ce satané virus. Pour en parler avec nous, Jean Dorido, bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir aux vraies voix, bonsoir à tous. Bienvenue bonsoir, sur Sud Radio. Vous êtes notre vraie voix aussi, vous êtes assez régulièrement, vous intervenez assez régulièrement dans les vraies voix. Vous êtes docteur en psychologie, auteur du livre Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. Jean Dorido, les relations sociales en tant que telles ont été profondément bouleversées en fait cette année. Qu'est-ce qui ne reviendra pas d'après vous ? Alors, c'est difficile de savoir ce qui ne reviendra pas. On peut bien sûr tous espérer collectivement que justement tout reviendra un jour comme avant et que ce soit le plus vite possible. Maintenant, c'est vrai que ce qui a profondément changé, c'est cette fameuse distanciation physique qui est vraiment contre nature. Il faut vraiment bien se souvenir que nous sommes des mammifères, nous sommes des animaux sociaux et nous avons besoin de nous voir, de nous toucher, de nous embrasser. Nous sommes tactiles. Il faut quand même rappeler que l'espèce perdure grâce à la reproduction. Évidemment, et c'est difficile de le faire avec les gestes barrières. Disons que tout seul, ça ne marche pas, ça c'est sûr, et encore moins avec les gestes barrières. Et donc, c'est vrai qu'il y a vraiment un effort qui est très fatigant, d'ailleurs, qui crée une véritable usure chez les Français. Et ça va continuer autant que nécessaire. Maintenant, le sondage que vous avez fait sur Twitter montre justement qu'il y a quand même une tentative justement de rester, je dirais, vivant et de revenir à ce qui était avant. Comme avant, oui. On a un esprit en ce moment qui est réactionnaire. Ça devrait vous faire plaisir, Philippe Bilger, en majorité en tout cas. Ça me fait très plaisir, même si je donne à réactionnaire un sens qui n'est pas celui de conservateur. Mais est-ce que je peux poser une question à Jean ? C'est au psychologue que je m'adresse et non pas au contradicteur frénétique. Jean, est-ce qu'au fond, il n'y a pas des précautions sanitaires qui, heureusement, vont rester dans la nouvelle vie restaurée? J'entends par là, je ne parle pas seulement du lavage de mains, par exemple, mais peut-être de ces attitudes asiatiques dont on se moquait dans le métro et avoir un masque même lorsqu'on a un petit rhume, quoi. Est-ce que sur ce plan-là, on ne tire pas des leçons probablement de ce qu'on a vécu ? Alors, vraiment, réponse de psychologue, sans tomber dans le piège de la contradiction frénétique. C'est vrai qu'il y a, bien sûr, toujours ce fantasme d'un avant et d'un après, avec un après qui serait supérieur, qui serait meilleur à ce qu'il se passait avant. Toutefois, les savants parlent d'homéostasie. Vous savez, l'homéostasie, c'est ce système de balancier qui nous ramène systématiquement au point de départ. Le langage populaire le rappelle en disant que chassé le naturel, il revient au galop. Et donc, on pourrait espérer, pour des raisons d'hygiène, effectivement, que le port du masque, le lavage des mains, ma foi, s'installe durablement. Il y a toutefois un vrai risque. Vous savez, on parle d'effet rebond dans ces cas-là. L'exemple classique, c'est l'effet régime. Vous savez, c'est la personne qui fait des efforts inouïs pour ne pas craquer sur une petite barre de chocolat. Et puis, il y a un moment où elle est tellement épuisée qu'elle se lâche, entre guillemets. Et là, c'est toute la tablette qui y passe. Et du coup, vous avez peur que... Il y a un risque d'effet rebond à ce niveau-là. Et vous avez peur que cet effet rebond, j'ose même pas imaginer ce que ça donnera. Ça arrive sur l'hygiène des Français. On a fait beaucoup plus attention à l'hygiène.
l'hygiène. Alors, un point important d'ailleurs, qui est très important à souligner, la gastro-entérite, contre laquelle on lutte, a quasiment disparu cette année. Il n'y a pas eu de grippe aussi majeure. C'est ce qu'il faut, je pense. C'est ce qu'il faut remarquer, justement, c'est que au niveau des nouvelles, on va dire, des façons de vivre, notamment ce Covid peut-être a aussi amené certaines choses aussi, peut-être très efficaces, comme peut-être la disparition pour le moment de la gastro-entérite. Et je pense que ça, c'est pas mal. Les Français ont redécouvert le lavage des mains. 0826 300 300. Thierry, bonjour à vous. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir les vrais voix. Bienvenue sur Sud Radio, Thierry. Merci de votre enthousiasme. En tout cas, ça fait plaisir à entendre. Vous êtes dans le Gers, justement, Thierry. J'espère que vous n'êtes pas dans l'eau, vous. Tout va bien? Non, je suis dans le Tarn. Vous êtes dans le Tarn, pardonnez-moi, on m'avait noté le Gers. Alors Thierry, dans le Tarn. C'est pas grave. Vous n'êtes pas dans l'eau quand même, tout va bien? Non, je suis loin des cours d'eau et j'ai pas de souci à ce niveau-là. Alors d'abord, je vais vous poser plusieurs questions, Thierry. D'abord, est-ce que votre vie, j'imagine que oui, a changé en 2020? Qu'est-ce que vous avez découvert cette année? Oui, ma vie a changé. J'ai 62 ans. Depuis l'âge où j'ai appris à sortir et à faire la fête le samedi et le dimanche, j'avais des amis qui étaient dans la restauration avec qui nous faisions des réveillons. Voilà. Mais comme ils étaient dans la restauration, fatalement, les soirs de réveillon, ils travaillaient. Donc nous faisions des réveillons ou le 15 décembre, ou le 15 janvier, ou quelquefois le 15 février. Et ça ne nous empêchait pas de faire la fête. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, on est tous à la retraite, et on avait pris l'habitude depuis 5-6 ans de faire les réveillons à 10, à 12, c'était la fête. C'est ça, et c'est la première fois que vous le faites. Cette année, nous avons décidé d'un commun accord, puisqu'on a tous le même âge, de reprendre les anciennes habitudes, de laisser passer les réveillons, et on fera le réveillon de Noël et 1er an quand ça ira mieux au niveau du coronavirus. En espérant. Donc la vie d'avant reprendra pour vous, Thierry, ce que vous nous dites, en fait, une fois qu'on aura réglé ce problème de virus. Il n'y a pas de choses que vous aurez découvert en 2020, découvertes ou abandonnées en 2020 que vous garderez? Si, il y a des choses que nous avons abandonnées, c'est-à-dire se réunir sans précaution. Quand je dis qu'on reprendra un rythme de vie normal, ça sera à condition que le coronavirus ait totalement disparu. Ça finira par venir. Je suis d'origine un petit peu italienne et on est habitué à se réunir. Mais cette année, nous avons écrit à nos cousins, cousines, neveux, nièces pour leur dire que la visite de Noël et la visite du 1er an étaient annulées pour toute la famille. Et on a des personnes âgées autour de nous et on ne veut pas leur faire prendre de risques. C'est ça, vous voulez faire très attention. Abdoulaye Kanté est ravi de vous entendre d'ailleurs, parce que vous voyez, le civisme, ça existe. Non, mais de toute façon, le civisme existe et c'est une minorité de personnes qui ne respectent pas. Et d'ailleurs, juste pour revenir à ce qu'il disait, c'est que ce qu'on va, je ne vais pas découvrir, mais enfin, l'hygiène est en pleine lumière avec cette pandémie. Ça montre que de plus en plus de personnes prennent soin d'eux, font attention à eux. Et aller un peu plus loin, c'est que quand les gens sortent des toilettes, ils se lavent enfin les mains. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de positif à cette catastrophe sanitaire, c'est que les petits-enfants qui sont dans des écoles, on va dire en bas âge, eux auront appris à se laver les mains, auront appris les gestes barrières, et je souhaite que ce soit une nouvelle génération et qu'ils nous montrent l'exemple. C'est vrai. Bon, ceci dit, les gestes barrières, j'espère qu'on ne va pas être obligé de se les coltiner pendant 20 ou 25 ans, parce que moi aussi, ça me manque parfois de ne plus faire la bise ou alors de ne plus embrasser ses potes. Enfin, je sais pas. D'ailleurs, pour les Américains qui, eux, sont spécialistes du hug, c'est du câlin pour se dire bonjour, je ne sais pas comment ils font, parce que eux, c'est carrément ancré dans leur culture. Ils ont fait comme nous avec la bise, ils se sont fait une raison. Merci à vous, Thierry. Il y a des tendances aussi qu'on a découvertes avec le confinement, c'est normal, parce qu'on ne vivait pas comme d'habitude. On va probablement, pareil, découvrir que le télétravail, on n'en parle pas assez, eh bien c'est beaucoup plus, ça peut servir. Autre chose, je vous regarde vous, Chloé, une tendance de consommation qui a changé pendant le confinement, le no make-up. Les femmes avaient arrêté pour certaines d'entre elles de se maquiller et les produits qui sont manifestement mis à disposition dans les magasins commencent à devenir de plus en plus soit naturels ou alors à être de moins en moins vendus. Est-ce que vous le confirmez ou pas? Alors moi, de toute façon, vu mon métier, le maquillage, travaillez à la télévision, je vous n'avez peux pas le choix. Mais oui, forcément,
forcément, lorsqu'on est chez soi, on n'a pas ce besoin de représentation non plus. Donc c'est un peu cette société qui nous impose en tant que femme d'avoir un certain statut, une certaine apparence. Et je pense que les femmes ont retrouvé cette liberté chez elles de pouvoir être juste elles-mêmes et d'être très bien dans leur peau et être très belles sans avoir tout ce maquillage sur elles. Et je crois effectivement qu'il y a une chute vertigineuse d'achat de mascara, de fond de teint. Ils se retrouvent avec des stocks assez importants. C'est ça. Mais je ne suis pas certaine non plus qu'on laisse tomber à 100% cette méthode. En revanche, peut-être qu'on pourrait plus alterner dans l'année qui arrive. Effectivement, pourquoi pas, on sera plus souple. Jean Dorido, le confinement, c'est quand même pas anodin. On a été confiné, on aura été confiné 2 fois pendant plus de 2 mois. Est-ce qu'on fait moins attention à notre apparence depuis ce confinement ou pas ? Alors, écoutez, les données sur le sujet, Chloé l'a rappelé, c'est vrai qu'il y a une grosse chute du maquillage pour les femmes. Ce qui est sûr, c'est que ce deuxième confinement est très difficile, notamment parce qu'il est beaucoup plus inégalitaire que le premier, et il laisse sur le bord du chemin des catégories de personnes qui sont extrêmement fragilisées, notamment les étudiants qui vont très mal. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, s'en est ému. Même Jean Castex, le 10 décembre, le Premier ministre a parlé de cas de suicide. Et c'est vraiment effrayant parce que quand on a 20 ans, on est fragile. Et il y a cette nécessité, ce besoin de rencontrer du monde, de sortir vers l'extérieur. Ça fait partie vraiment du processus, je dirais, de développement psychique de l'individu. Et là, on a des jeunes qui, depuis le mois d'octobre, ne peuvent plus aller étudier, ne peuvent plus sortir de chez eux, ils ne vont pas au travail comme vous et moi, et ils vont vraiment très mal. Et on peut vraiment espérer que des choses ça revienne, oui, effectivement. Ah oui, pour que notre jeunesse, ma foi, puisse s'épanouir, parce que là, vraiment, il y a énormément de misère et de détresse en ce moment. Mais on verra bien d'ailleurs ce qui va se passer ce soir, parce que c'est en théorie un jour de fête qu'on n'a pas le droit de fêter, mais qui sera quand même fêté. On verra bien dans quelle proportion avec vous, Abdoulaye Kanté. Est-ce que la fête reviendra ou est-ce qu'il y a des choses qu'on ne fera plus ? Est-ce qu'on ira encore en discothèque, par exemple ? Les discothèques sont fermées. Est-ce qu'on reprendra ces habitudes-là ? Je pense que ça fait partie des inconnus de ce qu'on va avoir en 2021. Encore une fois, c'est lié à la maîtrise de cette pandémie. Est-ce que tout non, mais au-delà de la maîtrise de la pandémie, par exemple, est-ce que ça fait partie de ces habitudes de consommation qu'on ne reprendra plus ? Ça nous manque, évidemment. Ça vous manque la boîte de nuit, vous ? Ça fait bien longtemps que je ne vais plus en boîte de nuit, mais il y a des choses comme le restaurant, comme aller dans des lieux de loisirs justement qui font du bien. Ça reviendra, par exemple. J'espère que ça reviendra. Il n'y a pas de raison, mais encore une fois, on ne sait pas. C'est ça en fait on ne sait pas ce qui va changer. Et cet inconnu, encore une fois, nous met face à ces questionnements qu'on se pose depuis, savoir est-ce qu'on va revenir à une vie normale. Nous espérons pour cette année à venir que ce sera le cas, et j'espère que, comme dit Jean-Do, est-ce qu'il n'y aura pas, parce qu'évidemment au niveau psychologique et même le social a beaucoup été touché, donc les gens n'ont plus cette interaction, et c'est vrai qu'on espère aussi pour cette année à venir qu'on reviendra à une vie normale. Philippe Bilger. Et puis, ce que Jean, j'espère, validera, c'est le fait que ces crises révèlent véritablement les êtres à eux-mêmes. Je veux dire par là que la majorité sent que profondément, comme vous l'avez dit, Jean, elle est un être sociable, qu'elle a besoin d'autrui, qu'elle a besoin de le voir, alors que certains, bizarrement, et je ne parle pas forcément de moi, se rendent compte qu'une forme de solitude n'est pas aux antipodes de leur caractère profond. Je trouve que cette crise est très révélatrice de ce que la nature humaine peut projeter sur elle-même. Jean Dorido ? Oui, complètement, c'est vrai. Philippe Bilger a raison de le rappeler. Nous sommes tous des êtres singuliers, donc chacun a son propre tempérament. Certaines personnes, on le sait, sont plus extraverties, alors que d'autres, effectivement, sont plus à l'aise dans une espèce d'intimité, voire de solitude. Pour autant, c'est vrai que l'évolution darwinienne, si vous voulez, nous a vraiment programmés pour nous rapprocher les uns des autres,
pour vivre en collectivité. Ce n'est pas, on a souvent tendance à croire que c'est notre intelligence qui nous a permis d'arriver au sommet de la chaîne alimentaire. C'est pas vrai. C'est notre capacité à vivre justement organisé en collectivité, en tribu. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs à l'époque de la préhistoire, ils n'avaient pas de fusil pour se défendre contre les lions, les tigres et les bêtes sauvages. Et c'est vraiment cette capacité à coopérer ensemble, y compris à très grand nombre, et à vivre organisés ensemble. C'est ce qui nous différencie, entre autres, des grands singes. Nous faisons partie de la famille des grands singes. Pour autant, nous, on a cette capacité à vivre vraiment en harmonie dans des grandes collectivités qui s'organisent justement, qui coopèrent. Et c'est ça qui nous a permis de survivre en réalité, tout simplement, et d'arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'a changé, Jean Dorido, d'après vous, aux pratiques des Français, le fait qu'on se voit et qu'on se parle de plus en plus en visioconférence? Ça, c'est quand même une chose qu'on a énormément découverte cette année, que ce soit pour des réunions de travail ou alors que ce soit pour même des apéritifs, des apéros en famille ou entre amis. Et qu'est-ce que ça change à la relation sociale? Ça remplace ou pas du tout? Alors, écoutez, ça, pour le coup, pardon de toujours revenir à la science, c'est l'avenir qui le dira. Ouais. Maintenant, manifestement, ça ne peut pas remplacer, justement, puisque, encore une fois, bien sûr que c'est un plus, la technologie, c'est extraordinaire, le téléphone, pouvoir se parler, la regarder, on se voit, on s'entend, c'est absolument magique, c'est fabuleux, les progrès techniques. Pour autant, quand vous écoutez des managers, par exemple, qui travaillent dans des grosses boîtes, ils vous expliquent que pour faire du team building en bon français, vous savez, de la construction d'équipe, voilà, pour apprendre finalement aux nouveaux, justement, à s'intégrer dans une équipe, à travailler ensemble, eh bien, il faut se voir. On ne peut pas, j'imagine que Abdoulaye et Chloé iront dans mon sens. Chacun évolue dans des univers professionnels exigeants et on a besoin, au bout d'un moment, d'être ensemble et d'être physiquement présents ensemble, de vivre des choses ensemble pour qu'il y ait cette espèce de mayonnaise qui prend et qui fait qu'on passe d'une somme d'individualité à un vrai groupe qui fonctionne et qui coopère ensemble. Et en plus, Abdoulaye, qui est policier, fait partie d'une profession où c'est quand même très compliqué de télétravailler. Disons que c'est difficile et qu'on a besoin aussi d'avoir une interaction avec des personnes. Et de toute façon, on n'a pas le choix parce que ça nous est imposé. C'est clair. En revanche, ce qui va être très important, c'est que les entreprises ont compris que ça fonctionnait, voire ça fonctionnait encore mieux lorsqu'il y avait du télétravail parce que les personnes étaient tout simplement beaucoup plus performantes. Et je pense que ce qui pourrait rester à l'avenir, c'est de faire du 2 jours, 3 jours, par exemple, couper vraiment la semaine en deux pour essayer d'avoir une partie télétravail, une partie présence en entreprise pour continuer justement à avoir ce lien ensemble, tout en se permettant justement de pouvoir mieux gérer son temps personnel aussi avec son temps professionnel lorsqu'on est en télétravail, lorsque bien sûr c'est possible et que la personne a un bureau où elle peut être vraiment à l'abri pour travailler tranquille. Mais ça, c'est quelque chose qui va continuer puisqu'on a vu que ça pouvait fonctionner. Ça peut fonctionner parce qu'au niveau même productivité, c'est vrai que c'est très très important parce qu'au moins la personne, elle est chez elle, donc elle peut être encore plus productive que le présentiel. Et j'ai l'impression que en France, on a encore un peu de mal encore avec cette notion de télétravail et tout, mais je pense que oui, ça va être une des choses qui vont arriver prochainement et je trouve que ce sera très bien. Philippe Bilger. Jean, là j'aurais besoin de votre arbitrage parce que c'est vrai qu'au départ on a beaucoup vanté le télétravail en découvrant cette méthode de travail qui donnait l'impression d'une facilité, peut-être d'une tranquillité, et j'ai cru comprendre qu'au fil des mois il y avait un revirement en quelque sorte, que beaucoup de gens se rendaient compte que le télétravail causait un certain nombre de préjudices psychologiques et intellectuels, et notamment sur le plan social. Qu'en pensez-vous, Jean ? Alors là, je suis 1000 fois d'accord avec vous, Philippe Bilger, parce que si vous voulez, là, ce sont les ergonomes qui viennent à la rescousse. C'est que pour télétravailler, il faut avoir le matériel adéquat, il faut avoir une bonne connexion Internet, il faut avoir un bon fauteuil, une bonne imprimante. Il y a des personnes qui travaillent toute la journée à leur poste de travail avec un ordinateur. Et effectivement, par la force des choses, il a fallu s'adapter très très vite. Et effectivement, mes collègues disent la même chose, les psychologues,
les médecins avec qui je travaille et je collabore, eh bien, il y a eu une épidémie de burn-out, des personnes qui vous expliquent que finalement, elles font des horaires complètement ahurissants parce qu'elles n'ont plus justement effectivement ce rythme social, la pause déjeuner avec les collègues. Il n'y a plus de frontières, surtout entre la vie privée et la vie professionnelle. Exactement. Donc, c'est vrai qu'à la fois, je rejoins Chloé que sans doute, on peut espérer qu'il va vraiment y avoir des nouvelles habitudes positives qui vont s'installer. Et en même temps, Philippe Bilger, je suis d'accord avec vous que ça, c'est un fait. On le voit dans l'expérience clinique. Il y a des vrais soucis de burn-out, vraiment, parce que des personnes, elles travaillent dans de mauvaises conditions, très difficiles, et en plus, elles n'ont plus aucune limite, et du coup, elles se fatiguent, et c'est vraiment, le terme, c'est l'épuisement professionnel. Revenons aussi sur les sujets qui fâchent ou qui ont pu fâcher, non pas qu'on veuille refaire les débats qui ont passionné la France, oui ou non à la chloroquine, par exemple, et oui ou non au vaccin. En revanche, est-ce que les débats entre Français et entre politiques ont été si violents en 2020 qu'ils le seront toujours? Philippe Bilger, par exemple, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que tout débat politique sur tel ou tel sujet devienne parfois même irrationnel, comme il a pu l'être sur le vaccin ou l'hydroxychloroquine à une époque? Sûrement, Jean-Marie, mais je dirais que ça n'a pas commencé avec 2020. Non. En ce qui me concerne, sur tous les thèmes que vous évoquez, politique, culturel, judiciaire, que sais-je encore, eh bien, je suis frappé au fil des années par l'évolution très négative qui conduit de moins en moins vers des débats et des dialogues civilisés, mais de plus en plus vers des affrontements avec violence. Comme si en réalité, la moindre maîtrise du langage et peut-être une forme d'appétence pour la vulgarité intellectuelle rendait de plus en plus difficile ce que j'appellerais le dialogue urbain. Et donc 2020 n'a fait qu'aggraver le phénomène, parce qu'en réalité, il m'a semblé que 2020 a permis à chacun, à tort ou à raison, de se poser comme juge de l'autre, juge politique, juge sanitaire, juge que sais-je encore, et ça c'est dévastateur. Jean Dorido. Oui, c'est vrai qu'on assiste depuis pas mal d'années à même quand on analyse le champ lexical comme ça des propos des uns des autres, on assiste à une pénétration très forte de l'émotionnel en réalité dans le débat. Et c'est vrai qu'au pays de Descartes, où généralement on favorise la raison, on a vraiment de plus en plus des débats et même des prises de parole qui vont dans l'émotion, avec aussi sans doute l'influence des réseaux sociaux qui extrémisent les points de vue et qui finalement... Alors pourquoi ça extrémise les points de vue justement? Parce que c'est vrai qu'on était tous sur les réseaux sociaux, on n'avait pas le choix. Si on voulait voir ou discuter avec quelqu'un, c'était quand même sur les réseaux sociaux qu'il fallait être. Qu'est-ce qui fait que ça a tendance à extrémiser les débats? C'est-à-dire que d'un point de vue psychologique individuel, il y a la recherche de sensations fortes, si vous voulez, c'est que les points de vue extrêmes sont toujours plus séduisants, notamment pour la jeunesse, que les points de vue modérés, d'une part. Et puis après, il faut aller demander aux Dorsey, Zuckerberg, Brin et consorts, à tous les patrons des GAFA, quels sont les secrets de leurs algorithmes, parce que manifestement, eh bien, on observe qu'il y a vraiment une espèce comme ça de magie informatique, de magie informatique pas très claire, qui nous rend sectaires, en fait, c'est ça? Disons que ce sont en tout cas les propos les plus hard, si j'ose dire, eh bien, qui sont partagés. Vous savez, il y a cet effet, sans mauvais jeu de mots, cet effet viral de l'information. Et évidemment, on se rend compte que plus une vidéo est trash, plus elle est violente, plus elle est extrême, et plus elle se propage, c'est le cas de le dire, comme un virus. Et plus elle se propage et plus elle circule sur Internet. Abdoulaye Kanté, autre aspect dont on n'a pas forcément parlé mais qui aurait pu laisser des traces. Est-ce qu'il y a eu plus de délation en 2020 qu'on aurait pu en avoir d'habitude? Délation, je veux dire que... Délation, j'appelle la police pour dire au fait, je crois que mes voisins sont plus que 6 à table pour Noël. Il y en a eu, et donc du coup ça a même surchargé un petit peu certains appels 17. Ouais. Donc, y compris en France? Y compris en France, oui. Donc les gens qui appelaient... justement pour dire oui, voilà, nous avons des personnes, on pense qu'il y a plusieurs personnes dans l'appartement, ou des gens qui... étant donné qu'ils sont confinés, donc j'ai envie de dire, ils ont que ça à faire. Et donc il faut aussi qu'on aille vérifier aussi. Et des fois, il arrivait qu'on tombe
des fois sur peut-être une petite embrouille avec entre voisinage. En général. Et voilà. Donc la délation n'a pas disparu en France. Ça, c'est pas une habitude qu'on a perdue en 2020. Délation, je dirais pas ça, mais bon, disons que voilà, des appels, on va dire, qui ne sont pas de matière à être urgents. Quoi. Est-ce que c'était si fréquent que ça ou pas, en revanche? Il y en a eu de plus en plus, mais bon, après, voilà, on fait quand même de la sensibilisation pour faire comprendre que les appels 7, ça reste des numéros d'urgence et voilà, que toute proportion gardée. Je posais cette question notamment parce que la presse belge et la presse italienne se sont relayées d'explosions des appels de dénonciation auprès de la police pendant le confinement, et on en parlait moins en France. Philippe Bilger. Non, je disais qu'en 40, malheureusement, il y en a eu trop. C'est ça. Et que je sais bien que le terme délation est très négatif, mais derrière lui, je ne déteste pas l'idée d'une sorte de solidarité civique, c'est-à-dire d'un citoyen qui, pour la bonne cause, se considère comme coacteur de la sécurité avec la police. C'est le terme gentil pour dire que c'est de la délation quand même. Mais c'est un vrai débat, pourquoi pas? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et précisément, c'est parce qu'on appelle délation toute dénonciation légitime que peut-être les gens demeurent trop indifférents à ce qui devrait les regarder. En revanche, il y a un aspect qui est important et que rappelait d'ailleurs Abdoulaye Kanté, c'est que souvent derrière des appels de dénonciation, même pour dénoncer une infraction qui a lieu en ce moment même, on règle des comptes de voisinage. C'est ce qui s'était passé dans la période que vous avez évoquée auparavant, mon cher Philippe Bilger. Il y avait aussi beaucoup de règlements de comptes et ça, malheureusement, ça n'a pas changé. En un mot, Jean Dorido, et pour conclure ce débat, ça nous aura rendu meilleur ou pire globalement cette année? Écoutez, on va pas se casser le moral, on va... Merci. On ne répondait pas, faites jouer de la musique. On a parlé de beaucoup de choses, effectivement, mais globalement, qu'est-ce que ça aura révélé pour vous? Écoutez, ça révèle que sous stress, on régresse et qu'on est toujours meilleur quand on coopère à plusieurs, quand on s'appuie sur soi-même. Et gardons aussi les images qui étaient quand même très émouvantes et qui étaient assez belles d'ailleurs de cet élan de solidarité, parce qu'il y en a eu après tout de ces personnels de nos hôpitaux, de nos cliniques qui ont quand même cravaché comme ce n'était pas permis pour sauver le plus de vies possible. On n'a pas eu et on n'aura pas que de mauvais souvenirs de cette période. Avez-vous abandonné définitivement certaines habitudes en 2020? Vous répondez non, ça n'aura pas trop changé, en tout cas ça reviendra comme avant à 70% d'entre vous. Merci Jean Dorido. Le bonheur est une science exacte, c'est ce que vous nous prescrivez pour l'année 2021 et c'est publié aux éditions Larousse. Merci à vous d'être intervenu ce soir sur Sud Radio. Les vraies voix reviennent dans quelques instants. On va parler une nouvelle fois de repas de fête avec une spécialité gastronomique dont la France est presque l'un des leaders mondiaux. Ça va vous surprendre. On va en parler dans quelques instants. À tout de suite.